Le chemin se crée sous tes pas. Le podcast intuitif dans lequel je te raconte mon parcours, mon voyage intérieur pour reprendre ma vie en main. Je suis Maëlys, j'ai 30 ans et je traverse ce qu'on pourrait appeler une crise de sens ou crise existentielle ou encore crise de la trentaine. De retour chez ma mère, célibataire et sans emploi, mon but est de partager avec toi mes aventures et mes mésaventures, un chemin vers la vie qui m'inspire. Dans ce podcast, on parlera thérapie, cœur brisé, orientation professionnelle, santé, rêves et j'en passe. Au travers de mon récit, d'interviews, de lectures, de poèmes et de discussions, j'espère vous inspirer et peut-être vous donner des tips pour votre propre voyage intérieur. Dans cet épisode, je vous raconte le début de la fin. Comment je n'ai pas pris la mesure de mon état psychologique et surtout ce que j'ai fait et mis en place pour aller mieux. Petit disclaimer avant de commencer l'épisode, tous les conseils que je donne et les astuces que j'ai mis en place ne remplacent pas un suivi psychologique par un professionnel de santé. Fin du disclaimer. Je vous souhaite une bonne écoute. Alors, reprenons l'histoire. Je dirais qu'on est à peu près mi-janvier. Même avant en fait, il faudrait que je parle de bien avant. Ça faisait quelques mois que ça allait pas, que je commençais à avoir de moins en moins le moral. Je dirais que ça a commencé vers début juillet. Il y a eu un événement particulier dans ma vie, mon voisin s'est suicidé. Ça a été un sacré choc en fait pour moi, je suis la dernière personne qui l'ait vu, juste avant son suicide. À ce moment-là, la personne avec qui j'étais venait de partir pour travailler à l'étranger et je me retrouvais toute seule dans l'appartement qu'on partageait. Et il y a eu cet événement-là, ça a été extrêmement dur à vivre, bizarrement, je le connaissais un petit peu, mais c'était pas quelqu'un de proche non plus. Ça a été dur à vivre, je me suis sentie très seule et j'avais beaucoup de travail à ce moment-là. Ça a été un peu lourd à porter, le deuil de cette personne, plus le deuil de la vie ensemble avec mon compagnon, plus plein d'autres choses. Je crois que j'ai un peu tiré sur la corde à ce moment-là et rapidement, le mois de juillet, fin juillet, je commençais à avoir la santé qui s'est dégradée. Au mois d'août, ça s'est vraiment dégradé. J'ai fini aux urgences. Bref. À partir de cette période-là, j'ai senti que je perdais vraiment le contrôle de ma vie, l'intérêt aussi un peu de mon travail, même s'il s'est passé plein de choses incroyables. J'ai vraiment eu des contrats qui m'ont fait grandir dans mon travail, qui m'ont fait grandir dans ma façon d'aborder les choses, etc. Donc fin août, début septembre, ça a été vraiment une belle période pour mon travail. C'est ce qui m'a vraiment maintenue à flot. Et derrière, ça s'est un peu effondré. J'avais beaucoup de contrats prévus sur octobre, ils ont tous été annulés. J'ai eu un peu une baisse de morale aussi, une baisse d'énergie, je me sentais ultra fatiguée. J'avais du mal à me lever, j'avais du mal à réfléchir clairement. Je commençais un peu à mélanger tout. À ce moment-là, j'avais beaucoup de douleurs dans le corps. Je sentais vraiment que, si je reprends la métaphore de l'épisode 1, ma charrette était clairement dans le décor. Ça fonctionnait plus très bien, il manquait des roues. Bref, c'était pas la joie. Donc cette période-là, ça a duré un petit moment. Je me sentais assez seule parce que du coup, mon copain, je le voyais une fois par mois à peu près. Mes amis, je me suis un peu éloignée d'eux. J'ai continué à les voir, c'est même eux qui ont continué à venir et en fait, ils se rendaient pas forcément compte de comment j'allais, mais au niveau psychologie, j'en ai pas trop parlé à ce moment-là, que ça allait pas et je m'en veux un peu parce que mes amis sont là pour ça aussi, mais je pense que j'étais moi-même dans le déni de ma propre situation et j'en ai pas trop parlé. Mais je commençais vraiment à perdre foi en plein de choses et bref, ça allait pas. Je commençais à sentir un peu que j'étais vide et je trouvais plus de sens trop dans ce que je faisais. J'avais l'impression que j'allais faire des choses plus par habitude que par véritable envie. J'ai passé quelques mois comme ça jusqu'au mois de décembre. Je me suis dit que j'allais revenir habiter chez ma mère pour quelques temps. On m'avait proposé un travail dans la région et je me suis dit c'est l'occasion de revenir. Repasser quelques mois avec ma mère pour pas être seule, pour avoir un soutien en fait. Et c'est hyper important, je crois, dans ces moments-là, de pas rester seule, de pas s'enfoncer dans son chagrin, dans son malheur, dans ses pensées négatives. Et le fait d'habiter chez quelqu'un, que ce soit
un frère, une sœur, un oncle, une mère, un père, n'importe quoi, quelqu'un de la famille ou un proche, on a un peu cette pression sociale de pas aller trop mal non plus. Je sais pas si je suis assez claire, mais ça nous permet d'avoir toujours quelqu'un qui nous maintient la tête un peu hors de l'eau. Enfin, moi, en tout cas, ça fait cet effet-là pour moi et je me disais, je vais pas être seule, je vais le soutenir, je vais pouvoir parler quand j'ai besoin. Si j'ai un moment, je suis trop fatiguée et je vais pas à gérer toute la charge mentale de ma maison toute seule. J'ai pas à prendre soin de quelqu'un d'autre non plus. Et je sais que je peux me reposer sur quelqu'un d'autre. Et ça m'a vraiment soulagée de penser ça. Et de plus être seule à ce moment-là, c'était important pour moi. Donc vraiment, quand ça va pas pour vous, c'est hyper important de se faire accompagner, enfin de se faire épauler par des proches. Après, les proches, pour rappel, ne sont ni les psys, ni les thérapeutes. On peut raconter des choses, ils peuvent recueillir notre parole, mais ils sont pas là pour trouver des solutions à notre place. Et ils sont pas là pour nous faire une thérapie non plus. Faut faire vraiment attention à ça, parce qu'on peut aussi prendre beaucoup d'énergie à nos proches. Et eux, ils peuvent aussi être dans l'ingérence par rapport à nous. On peut donner des conseils, je veux dire, en tant qu'amis, mais pas des conseils de thérapeute. On fait pas l'analyse de nos amis, quoi. C'est ça que je dis. On peut donner des clés ou des choses comme ça. Évidemment qu'on peut partager notre expérience avec nos amis, mais on va pas aller les analyser, leur dire ce qu'ils voient pas. Enfin, je sais pas comment expliquer. Faut faire vraiment attention à ça. Je pense que la limite, elle est très pointilleuse. Faut faire attention surtout entre un conjoint et une conjointe, entre un copain et une copine. Faut faire attention à respecter l'autre dans qui il est et à l'endroit où il est dans sa vie. Et à pas faire de l'ingérence par rapport à ça. À pas juger ou pas essayer d'analyser. Ça peut être vécu même un peu violemment par certaines personnes. Moi, je sais que j'ai fait l'erreur, mais plein de fois. Donc faites vraiment attention à ça. Bref, je reprends le fil de ce que j'étais en train de dire. Donc à ce moment-là, ça va pas. Et quand je suis de retour chez ma mère, j'essaie de mettre en place une petite routine pour aller mieux. La première chose que je fais dans cette routine, c'est que tous les jours, je fais un petit peu de yoga. Donc ça peut paraître très cliché, la meuf elle a 30 ans, elle s'est mise au yoga. Non mais... mais en fait j'en faisais déjà avant, déjà. Et c'était parce qu'à ce moment-là, j'avais besoin de faire un sport, une activité physique qui soit extrêmement douce parce que j'étais tellement fatiguée que de toute façon je pouvais pas faire du workout, je pouvais aller courir 10 km, c'était impossible. C'était trop physique. Et donc j'avais besoin de quelque chose qui soit doux, mais de maintenir une activité physique pour rester en mouvement, pour pas être toujours dans les mêmes positions, pour maintenir aussi mes muscles en bonne santé, etc. Et c'était quelque chose qui me faisait beaucoup de bien, le yoga. Ça permettait de bien détendre tout le corps. Et aussi autre chose, c'est que ce soit le yoga ou une autre activité sportive, ça permet de lâcher le mental et d'être un peu plus dans son corps, même si c'est difficile de le lâcher complètement. Mais c'est des moments que je m'accordais pour retrouver des sensations du corps, pour retourner vraiment dans mon corps, pour ne plus être dans ma tête H24. Donc j'ai fait ça, ça m'a fait beaucoup de bien. Et je me faisais pas forcément des longues séances, des fois je faisais 10-15 minutes. Je vous conseille sur YouTube la chaîne Yoga Coaching, et en anglais il y a Yoga with Adrienne. Voilà, donc c'était la première partie de ma routine. La deuxième partie de ma routine, c'était des mandalas. Les mandalas, ça a eu 2 impacts positifs pour moi. Le premier, c'est que déjà ça me faisait comme le yoga, un moment où j'étais concentrée sur autre chose que sur mes pensées. Et en même temps, ça me permettait d'avoir accès à des émotions, ça me permettait je lâchais pas totalement mes pensées, mais je pouvais avoir accès à des émotions sans que ce soit trop violent. Je sais pas comment expliquer. Des fois, quand on va vraiment pas bien, on a peur de ce vide, on a peur de faire face à nos peurs, à nos émotions trop fortes, etc. Et le fait d'être en train de faire quelque chose, mais qui ne nous demande pas non plus une attention énorme, ça permet petit à petit de faire remonter des émotions, de faire face à ses pensées, mais doucement. Pas de façon brusque, ou en nous mettant face à nos peurs d'un coup. On pense à des choses qui nous font un peu peur, etc., ou qui sont angoissantes. Mais comme on est en train de faire quelque chose, c'est comme si on les dépose en même temps au fur et à mesure.
Et le deuxième effet que j'ai ressenti, j'avais pris des gros mandalas assez conséquents, et le fait de le faire un petit peu tous les jours, je faisais pas un mandala par jour, je faisais un petit peu le même mandala tous les jours pendant 1 ou 2 semaines, et à la fin j'avais fini. Ça m'a permis, en tout cas à moi, de voir que tous les jours je progressais. Tous les jours j'allais un peu de l'avant, il se passait quelque chose, c'était pas chaque jour se ressemble et c'est infini. Et en fait ça, le fait d'avoir tous les jours quelque chose qui est palpable parce que je le vois, qui avance dans ma vie, tous les jours ça veut dire que je faisais un progrès et que ça avançait dans ma vie. Même si j'avais l'impression de régresser et de retomber, il y a des jours où ça allait mieux, d'autres jours ça allait pas bien. Et ben en fait je voyais que en fin de compte, au bout de la semaine, j'avais quand même fini un mandala ou fini les 3/4 du mandala par exemple. Et ça m'a beaucoup rassurée sur ok, je reste pas bloquée dans ma situation. Chaque jour j'avance, même si j'avance à pas d'escargot. Chaque jour j'avance sur mon chemin. Voilà, donc ça c'était la deuxième chose que j'ai mis en place. La troisième chose que je continue encore maintenant souvent, peut-être pas tous les jours, mais très souvent, c'est l'écriture. C'est vraiment pour moi un truc libérateur de fou. J'ai eu vraiment pendant longtemps besoin d'écrire tout ce qui me passait par la tête, d'écrire ce qui s'était passé dans mon cœur, dans ma journée, dans mes réflexions, où est-ce que j'en étais, etc. Et je l'ai pas relu, le but c'est pas forcément de le relire, c'est de la décharge émotionnelle. Peut-être que ce que j'ai écrit c'est vraiment nul, mais c'est pas le but c'est pas de faire un roman littéraire à la fin, c'est vraiment juste de débarrasser de ces pensées qui nous prennent trop de place dans notre tête. C'est comme si on rassurait aussi un peu son mental, enfin moi je l'interprète comme ça, c'est pas forcément la vérité. Hein. Mais j'ai l'impression que quand on fait ça, c'est comme si on disait à notre mental « Oui, je t'ai entendu, pour autant, je fais ce que je veux de l'information. » Et moi, je l'ai pris comme ça. Donc voilà, donc ça c'est les trois choses que j'ai mis en place pendant, je dirais, un bon mois et demi. Hein. Et après, fin février, il y a eu la rupture. Donc j'en parlerai au prochain épisode, parce que c'est une étape qui a été dure à vivre, et la séparation, c'est jamais facile. Mais suite à ça, j'ai mis d'autres choses en place, parce que c'était pas suffisant. Après la rupture, donc je suis rentrée chez moi, et j'étais extrêmement fatiguée, émotionnellement, etc. J'ai essayé de maintenir ma routine le plus possible. J'avoue qu'il y a des jours ça a été plus dur que d'autres. Et il y a une autre chose que j'ai mis en place, je sais plus si c'est juste avant ou juste après, c'est que je me suis autorisé des moments. J'appelle ça des moments de déprime, c'est-à-dire que je m'autorisais des moments dans la journée, quand je sentais que j'avais besoin. Je m'enfermais dans ma chambre toute seule et je laissais mes émotions s'exprimer. Des fois, j'avais besoin de les écrire, des fois, j'avais besoin d'écouter une musique triste pour que ça sorte. Mais le but, c'était de pleurer un bon coup pour faire un gros nettoyage et essayer d'avancer un peu. C'est des moments qui sont durs à vivre. Je vous avoue que c'est vraiment les pires moments que j'ai passés ces derniers mois. Hein. C'est pas quelque chose de confortable, c'est pas quelque chose d'agréable. Et en plus, on a l'impression que comme c'est tous les jours, ça n'avancera jamais dans notre vie. Hein. Mais en fait, voilà, c'est des moments qui sont importants. D'avoir sa bulle à soi, ce moment-là privilégié où on se dit « Ok, là, ça va, je peux y aller. » Et si c'est trop dur d'y accéder ou de... Voilà, on peut aussi se dire ok, aujourd'hui j'écoute un peu une musique triste et juste ça peut être je regarde un film, je sais que je vais pleurer un bon coup, mais au moins on pleure. C'est pas forcément pleurer pour pleurer, mais c'est parce que parfois on a des émotions qui sont bloquées et on n'arrive pas à les sortir quand on est face à soi. Moi ça m'arrive aussi de pas réussir à pleurer alors que je sens que j'en ai besoin, j'en ai envie, mais ça lâche pas, ça veut pas, c'est comme si ça se bloquait, quoi. Et c'est relou parce qu'on sent que on est à deux doigts de lâcher le truc, de comprendre et de l'évacuer. Et ça marche pas. Donc voilà. Ça, c'est des moments qui sont importants à vivre. Durs, certes, mais importants à vivre. On avance un peu dans le temps et je crois que c'était mi-mars.
Je suis allée voir une masseuse qui fait des massages chinois. C'est un massage qu'on m'avait offert à Noël parce que ça allait déjà pas à ce moment-là. J'avais demandé à ça comme cadeau. Voilà. C'est une dame qui était incroyable, d'une douceur et d'une gentillesse vraiment ouf. Enfin, vraiment, ça m'a fait un bien. Mais j'ai pleuré de bonheur qu'on prenne soin de moi à ce point à la fin du massage. Je pense que c'est quelque chose qui peut faire du bien si vous êtes tactile ou si ça vous fait du bien quand on vous fait des massages. Vous offrir ça si vous avez les moyens, bien sûr, ou que quelqu'un vous l'offre à votre anniversaire, à Noël ou ce genre d'occasion, ça peut être vraiment un incroyable cadeau. Et si quelqu'un dans votre entourage va pas très bien ou quoi, ça peut être aussi un cadeau, mais vraiment, vraiment bénéfique pour la personne. En l'occurrence, cette personne m'a fait un massage très 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 bien. Autre chose, elle m'a aussi proposé un bilan nutritionnel, un bilan hormonal par rapport à des questions qu'elle me poserait, etc. Donc c'est ce que j'ai fait et elle m'a conseillé de prendre quelques compléments alimentaires. Elle est formée sur le sujet, il n'y a pas de souci, enfin voilà. Par rapport aux compléments alimentaires, je voudrais dire plusieurs choses. À savoir que je suis diététicienne de formation, donc je sais un tout petit peu de quoi je parle. Mais quand on est dans une période de déprime ou une période où on est très fatigué, etc., je vous conseille, quand ça dure un petit peu dans le temps, genre plusieurs mois, d'aller voir votre médecin traitant pour aller vérifier, avant de prendre quelconque complément alimentaire, aller vérifier que vous n'avez pas un problème de santé qui peut être lié à une carence, mais qui peut être lié à autre chose, une thyroïde qui fonctionne pas très bien ou un foie qui est malade, votre immunité qui est plus basse que la normale, ça peut être aussi une carence en fer, ça peut être énormément de choses différentes. C'est pour ça qu'il faut toujours aller vérifier une petite prise de sang, en parler à son médecin, faire des examens complémentaires si besoin, mais en tout cas, ne pas se dire tout de suite c'est un problème psy. Ça peut, évidemment que ça peut être un problème psy et ce sera peut-être la cause la plus certaine. Cependant, pour être sûr, vaut mieux aller checker et vraiment, ça prend pas non plus beaucoup de temps, etc. Donc c'est toujours important d'aller checker parce que si c'est juste une carence alimentaire, il faut juste se complémenter dans ce en quoi on est carencé. En dehors de ça, moi je sais que j'ai pris aussi des compléments avec des plantes dedans, qui peuvent aider notamment pour le sommeil, pour le stress, pour la régulation du système hormonal, etc. Ça peut énormément aider. Ça va pas changer la vie, ça va pas vous faire que du jour au lendemain vous allez aller mieux et tous vos problèmes seront réglés. Pas du tout. Ça va seulement être une brique de plus, une béquille de plus pour aller mieux et ça peut permettre d'aller plus vite aussi. Après avoir été voir la masseuse, il y a autre chose que j'ai mis en place. Je crois que c'était un peu avant même. Je sais plus à partir de quand j'ai commencé, mais en tout cas, j'ai commencé à terminer mes douches par des douches froides. Alors ça peut paraître extrêmement bizarre de dire ça, surtout quand je vous parle de prendre soin de vous, faire attention à vous, aller avec douceur, etc. Et que ça c'est un truc un peu plus violent pour le corps. Mais je vous assure que c'est pas si violent que ça déjà. Et qu'en plus, ça fait énormément de bien sur le long terme. Je vous explique mon interprétation de la chose. Parce que c'est toujours pareil, c'est par rapport à ce que moi j'ai interprété, de ce que j'ai vu rapidement, mais je me suis pas énormément renseignée dessus. J'ai juste vu que ça permettait d'avoir une meilleure circulation du sang. Et comme j'ai un peu de problème de circulation, c'était très bien de faire ça pour moi. Mais au-delà de ça, moi je trouve que ça a une autre vertu dont j'ai pas trop entendu parler. C'est que le fait de prendre une petite douche froide à la fin de ma douche chaude, ça m'a permis de passer de zone de confort à zone d'inconfort, tous les jours. Et en fait, au début, je faisais que les pieds, par exemple, ensuite les jambes, ensuite allez hop, tout le corps, et un jour, j'ai même fait les cheveux. Mais après, j'ai failli attraper un rhume, parce que j'avais les cheveux froids, mouillés sur la tête. J'ai dit, mauvaise idée, j'arrête, pas l'hiver, c'est pas du tout une bonne idée. Mais en tout cas, pour le reste, ça fonctionne. Le principe de ça, c'est de se dire que tous les jours, je fais quelque chose qui est hors de ma zone de confort. Tous les jours, ça me demande un effort, en fait. Et c'est un effort qui est facile, entre guillemets, et en plus qui fait du bien au corps. Donc c'est comme si on faisait comprendre à notre
corps, à notre système nerveux et à nos habitudes, enfin je sais pas comment ça s'appelle, mais le cerveau qui gère les habitudes, que en fait le schéma qu'on a d'habitude de rester dans notre zone de confort qui nous permet de survivre, ça c'est le schéma qu'on a tous dans notre tête qui est normal, c'est les nerfs ils sont faits, enfin le chemin, comment expliquer, quand d'un nerf à l'autre il y a un courant électrique, et quand le courant électrique a l'habitude de passer à un endroit, on dit que ça crée un chemin. Entre guillemets, je fais vraiment des gros guillemets, je suis pas du tout neurologiste et enfin spécialiste du domaine et c'est ce que j'ai compris. Et quand le système nerveux a l'habitude de passer par un chemin, il va prendre ce chemin-là parce qu'il a l'habitude de passer par là. Et le fait de se dire aujourd'hui je fais autre chose, je fais un truc qui est hors de ma zone de confort, c'est comme si on créait un nouveau chemin et une nouvelle habitude qui est d'abord désagréable, mais qui entraîne des choses positives dans notre corps. Donc meilleure circulation, meilleure santé, etc. Et en fait, c'est comme si on faisait comprendre à notre corps, sortir de sa zone de confort, ça peut être positif aussi. Et moi, je l'ai vu comme ça. Et c'est comme si tous les jours, je me disais, je suis capable de faire quelque chose qui est hors de ma zone de confort pour aller mieux. Et en fait, ça a un peu entraîné comme un mantra dans ma tête. Allez Mélisse, je peux le faire aujourd'hui. Si j'ai réussi hier, c'est que je peux le faire aujourd'hui. Et tous les jours, je me dis, mais c'est ouf, ça fait 2 mois que je le fais. Et je vous assure que ça marche de ouf. Ça me met dans un état d'esprit qui est différent pour la journée. Et ça me met dans un état d'esprit beaucoup plus positif. Et d'ailleurs, je passe une meilleure journée. Pour donner un exemple, il y a quelques jours, j'ai oublié de prendre ma douche froide, mais véritablement oublié. C'est même pas que j'ai voulu la zapper ou quoi, c'est que j'ai zappé. Et en fait, j'ai passé la journée à être dans mes anciens schémas. J'ai l'impression d'avoir régressé, de nouveau être pas bien, etc. Ce jour-là, j'ai failli renvoyer un message à mon ex. Ce jour-là, j'ai failli tout abandonner et j'étais vraiment pas bien. J'ai pas arrêté de pleurer. Mais vraiment, j'ai eu l'impression d'être retournée à il y a 2 mois, quoi. J'ai regardé, mais j'étais pas dans l'SPM, j'étais pas dans cette période-là, donc je me suis dit c'est pas ça. J'ai essayé de chercher ce que je me dis c'est pas possible. Et j'ai tilté un moment, ce matin, j'ai pas pris ma douche froide. J'ai fait c'est pas possible que ça ait un impact aussi fort, c'est impossible. Et j'ai resté un autre jour, pareil, pas aussi pire parce que cette fois-ci je m'y attendais un peu plus, mais j'ai senti la différence dans mon état d'esprit, dans ma façon de voir les choses. Ça a vraiment eu un impact. Donc je vous dis pas ça parce que oui c'est bon pour la santé, nanana, mais vraiment parce que je sais pas ce qui se passe dans le cerveau quand on fait ça, mais ça change quelque chose. Bref, ça a changé ma vie. Ça m'a permis de vraiment sortir de mon marasme dans lequel je naviais et qui était vraiment pas positif. Petit à petit, j'ai l'impression d'avoir le pouvoir de changer et de me sentir plus capable de le faire. Et ça a changé vraiment. En fait, quand on change son état d'esprit, il y a des choses qui se mettent en place derrière et c'est tellement vrai, je trouve ça tellement cliché, mais ça m'énerve que ce soit vrai, mais c'est vrai. Donc je vous conseille ça. Si jamais ça va pas dans votre vie, vous prenez la douche froide. Je pense que l'été c'est beaucoup plus facile que l'hiver, donc ça tombe bien, on arrive bientôt en été, ou on est déjà en été, ça dépend quand est-ce que vous écoutez le podcast. Mais voilà, je vous conseille vraiment la douche froide. Il y a autre chose que j'ai mis en place, en plus de la douche froide, et qui m'a beaucoup beaucoup aidée. Et ça, je pense que c'est un truc qui est un peu étonnant. Je pense pas l'avoir vu ailleurs dans les conseils, etc. C'est que j'ai commencé à faire mon arbre généalogique. En fait, en janvier dernier, j'ai fait une constellation familiale. Je vous en parlerai dans un autre épisode parce que là, il y a vraiment trop à dire sur ce sujet-là. C'est vraiment trop intéressant. Et j'en parlerai plus tard. Et pendant cette constellation, on m'a demandé mon arbre généalogique pour pouvoir avoir accès à des informations sur la famille. Et en fait, je l'ai fait rapidement sur un bout de feuille. Et je me suis rendu compte que je ne connaissais pas ma famille. À ce moment-là, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire de ma vie. J'avais l'impression que j'allais rester dans cet état-là pendant jusqu'à ce que mort s'en suive, hein. Parce qu'on n'est pas du tout drama queen à ces moments-là, hein. Sinon, c'est pas drôle. Je savais pas où j'allais, je savais pas ce que j'allais faire de ma vie. Je me suis dit, Maëlys, si tu sais pas où tu vas, peut-être que tu peux regarder d'abord d'où tu viens et qui tu es. Et en fait, j'ai passé ces 2 mois, donc mars et avril,
à faire mon arbre généalogique, à aller chercher mes ancêtres. Ah, ça m'émeut quand je le dis. Ça a été vraiment... quand je vous dis que ça a été un des trucs qui a le plus changé les choses pour moi. Ça a vraiment, vraiment été bénéfique. Je sais pas comment expliquer, mais c'est comme si je reconnectais à quelque chose qui était plus... Enfin, mes racines, en fait. Je connaissais pas mes racines et je connaissais pas toutes les personnes qui ont fait qui je suis aujourd'hui. Si mes ancêtres si mes ancêtres n'avaient pas existé, j'aurais pas été là à vous parler aujourd'hui. Et en faisant cet arbre, en les remettant à la bonne place, chacun, en reconnaissant chaque personne, toutes les choses qui se sont passées dans ma famille, tous les drames qu'il y a eu, etc., en les inscrivant dans l'arbre généalogique, en les reconnaissant, et en voyant toute cette famille dont j'étais issue, mais le nombre de personnes qu'il y a, c'est impressionnant. J'ai plus de 200, j'ai presque 300 personnes dans mon arbre généalogique maintenant. J'ai fait un gros boulot, hein. J'ai passé des heures et des heures dessus. Et en fait, je sais pas comment expliquer, mais moi qui me sentais si vide, je me suis sentie riche de mes ancêtres. En fait, je me suis dit, en fait, je suis pas seule. Oh putain, je vais encore pleurer à chaque épisode, vous allez avoir votre le moment pleur. Mais en gros, je me suis sentie vraiment riche de tout cet héritage, de tous mes ancêtres. Ce qui était vraiment particulier, c'est que en le faisant, je ressentais parfois les énergies des gens. Je sais pas comment expliquer, mais je ressentais soit de la chaleur, soit je me sentais fatiguée, lourde. Soit je sentais de la légèreté, du bonheur. J'ai vraiment senti, surtout sur les actes de mariage, des choses comme ça, quand je les lisais, quand je voyais, c'est tout bête, mais j'ai vu l'écriture de mes ancêtres de 1800, quoi. Je trouve ça tellement incroyable. C'est tout ce qui me reste physiquement, que je peux palper de cette personne, et en même temps, il me reste son héritage familial, et qui est impalpable. Et j'ai trouvé ça tellement incroyable, tellement beau. Je me suis dit, mais en fait, je suis pas vide. Déjà, je suis riche de toutes les personnes qui étaient là avant moi et qui font qui je suis. Et en plus, si j'ai ma place dans l'arbre généalogique, j'ai ma place dans le monde. Et c'est tout bête de se dire ça. Mais c'est replacer chaque personne à sa place et je me dis, j'ai l'impression d'avoir mis le morceau de puzzle, c'était moi. De m'être replacée au bon endroit. Bref, ça m'a beaucoup touchée de faire ça. C'était incroyable, cette aventure. J'ai pas fini encore, mais j'avoue que là, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé dessus. Je sature un petit peu. Et vraiment, je vous conseille. Je sais que c'est vraiment particulier à faire et que il y a des gens qui pourront pas parce qu'ils n'ont pas assez d'infos. Mais si vous pouvez... Inscrivez-vous sur le site, c'est Généanet, moi j'ai utilisé, mais même sans utiliser le site, vous pouvez avoir accès à toutes les archives de tous les départements. C'est en ligne gratuitement et vous pouvez avoir accès à tous les actes de décès, de naissance et de mariage qui sont avant 1921. Et généralement, on connaît ses ancêtres sur à peu près jusqu'à ces périodes-là. On peut avoir les actes de naissance, par exemple, de nos grands-parents décédés ou arrière-grands-parents. Et bref, ça a été vraiment quelque chose qui m'a libérée, soulagée. Et ça a vraiment fait un déclic chez moi. Je sais pas comment expliquer. Mais quand j'ai eu bien avancé sur mon arbre généalogique, j'ai senti une sorte d'apaisement par rapport à la suite de mon programme. Je me suis dit, ok, je sais toujours pas où je vais, mais je sais d'où je viens. Et en fait, je sais que je suis pas toute seule. I am walking down the street, thanking the Lord I still got my feet. C'est la fin de cet épisode numéro 2. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris des choses, que je vous ai inspiré d'une manière ou d'une autre. De mon côté, je voudrais aussi préciser que ces petites choses que j'ai mis en place n'ont pas remplacé un suivi psychologique par quelqu'un, mais c'est juste que ça arrive plus tard et je voulais pas en parler, ça faisait beaucoup trop pour un seul épisode, donc j'en parlerai plus tard.
Si ça vous a plu, je vous invite à mettre des étoiles et à vous abonner au podcast. Et on se dit à très bientôt pour l'épisode 3 qui parlera de la rupture. Et voilà, bonne soirée, bonne nuit, bon matin, ça dépend où vous êtes, ce que vous faites. Et moi je vous retrouve très bientôt. Salut! Whatever they're chasing, they don't seem to catch it. The sun is setting behind a cloud. A strange light is filling the town.